Bonjour et bienvenue dans Espérance, le podcast qui donne confiance en l'avenir. Je m'appelle Marion et j'ai créé ce podcast pour donner de l'élan à un combat qui me tient à cœur, le combat contre la résignation. Chaque jour, j'entends des personnes dire que c'est trop tard, que c'est foutu, qu'il faut ouvrir les yeux et arrêter d'espérer. Ces personnes parlent de leur santé ou de celle d'un proche, de l'environnement, de l'éducation et plus généralement de sujets de société. Grâce à ce podcast, je compte bien vous montrer qu'il existe bel et bien des solutions grâce à des gens incroyables et engagés qui contribuent à changer le monde en mieux. Si ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à le partager ou à me le dire ici ou sur mon compte Instagram marion.journée. Je serai ravie d'avoir vos retours. Vous pouvez aussi poster sous le hashtag MadeWithEspérance pour que je puisse vous lire et échanger avec vous. Et maintenant, place au sujet du jour. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Espérance durant lequel je reçois Marion et Valentin, les deux entrepreneurs bretons à l'origine du projet Cocozen. Alors Cocozen, c'est une marque de vêtements éco-responsable, c'est écologique, c'est éthique, avec une dimension solidaire, bref, tout ce qu'on aime. Durant cet échange, Marion et Valentin vont présenter bien sûr leur marque et leur campagne de crowdfunding qui est encore en cours jusqu'au 23 mai. Et on va aussi aborder beaucoup de sujets tels que l'industrie textile, les matériaux recyclés, l'entrepreneuriat, enfin vraiment énormément de choses. Vous allez voir, moi j'ai beaucoup appris durant cet épisode, à tel point que ça a été assez difficile de le faire rentrer dans le timing. Vous pouvez bien sûr retrouver Cocozen sur les réseaux sociaux, donc sur Instagram et Facebook. Je vous mettrai les liens comme d'habitude dans la barre de description. Et surtout, je vous renverrai vers leur site web qui est déjà existant et vers le lien de la campagne KissKissBankBank pour que vous puissiez voir ce qu'ils proposent et pourquoi pas faire votre précommande. Sur ce, je vous laisse me rejoindre dans notre discussion avec Marion et Valentin. Bonjour Marion, bonjour Valentin, je suis trop contente de vous avoir enfin sur cet épisode d'Espérance pour parler de Cocozen, du projet que vous avez lancé, qui est un projet à la fois écologique, innovateur, inspirant, enfin voilà, il y a beaucoup de choses à en dire, donc on va tout de suite démarrer. Je vous laisse vous présenter chacun votre tour à nos auditeurs. Bonjour, merci Marion de nous accueillir sur ton podcast. Ça nous fait super plaisir aussi d'intervenir. Donc moi, c'est Valentin, j'ai 30 ans et on a créé Cocozen il y a un peu plus d'un an et demi maintenant. Pas du tout dans mon domaine, je viens de 10 ans de marine nationale et tout ça au fin fond de la Bretagne. Donc, bonjour Marion, c'est Marion aussi. Voilà, moi j'ai rejoint Valentin dans l'aventure Cocozen. Jusque-là, j'étais assistante commerciale administrative dans des entreprises qui travaillent à l'international. Et donc voilà, j'ai voulu rejoindre Val pour partir avec lui dans ce nouveau challenge. Super. Alors moi, j'ai une première question. Pourquoi ce nom Cocozen, avant qu'on entre dans le vif du sujet? Cocozen, c'est avant tout, on est tous les deux bretons, on est tous les deux amoureux de notre Bretagne et on voulait vraiment mettre une touche bretonne dans notre projet. On voulait pas non plus faire trop de l'extrémiste et faire du sectaire bretonnant. Donc on a fait un peu le tour de tous les mots qui sonnaient bien en breton, ce qui est pas évident parce que c'est pas non plus une langue très esthétique. Et en fait, Cocozen est sorti au fil de longues périodes de recherche et ça signifie cocotier en breton. Donc c'est un néologisme assez récent forcément parce que c'est pas ce qu'on retrouve le plus en Bretagne. Mais voilà, en fait, l'image contre image qu'on pouvait avoir entre le nom breton, le cocotier, le soleil, la pluie de la Bretagne, on a vraiment trouvé ce décalage très intéressant et donc on a foncé avec ce mot-là, quoi. Super, ouais, j'avoue, c'est hyper original. Donc cocotier, voilà, c'est bien, on approche de l'été, ça fait du bien de parler un peu de soleil et de plage. Alors, je vous laisse du coup nous en dire un peu plus sur ce que c'est Cocozen et peut-être démarrer par le début, comment ça vous est venu, l'idée de ce projet. Ok, donc au tout début, en fait, donc moi je quittais la marine, il fallait que je me reconvertisse. Et après 10 ans sous les ordres de plusieurs personnes, je ne me voyais pas trop repartir en tant qu'employé pour une boîte ou pour un patron. Bref, donc j'ai voulu monter une première entreprise qui a pas du tout marché. Donc il a fallu relancer. J'ai décidé de partir dans cette dynamique de marque textile pour en fait offrir une alternative. J'avais l'impression qu'on ne trouvait pas de marque réellement engagée qui proposait des produits intéressants à des prix accessibles. Pour moi, je ne pouvais pas me payer ce genre de fringues et en plus avec derrière un vrai résultat pour l'environnement. Donc je me suis dit, il y a peut-être quelque chose à faire dans ce domaine-là. Puis amoureux de la mer depuis toujours.
il fallait vraiment que c'est un gros lien avec l'océan. C'était vraiment le nerf de la création, c'était de réussir à derrière offrir la possibilité de nettoyer les océans. C'est vraiment ce qui m'attirait le plus. C'est plus de 6, 8 mois, 10 mois de réflexion, de recherche avant d'aboutir à ce projet-là. Au tout début, je lance le projet tout seul. Marion est quand même là, elle est employée dans une autre boîte et elle est là pour me donner son avis sur absolument tout et bah, elle suit tout ce qui se passe hein, dans Cocozen parce qu'on avait déjà ce projet-là initial que si ça fonctionne et si c'est possible, qu'elle rejoigne l'aventure pour qu'on soit tous les deux dans le projet, quoi. Ouais, c'est génial de vraiment pouvoir se lancer comme ça en équipe en fait dans une aventure entrepreneuriale. Alors bon, l'industrie textile c'est tout un monde. Comment vous avez commencé en fait pour trouver comment tout simplement créer vos produits? Du coup, on a commencé, on est parti sur des produits bio, donc du coton 100% bio. Notre fournisseur en fait était situé en France, dans le Gard. Notre imprimeur, pardon, était situé dans le Gard et en fait le coton, pour commencer, venait du Bangladesh. Donc on a toujours été transparent, on a toujours dit d'où provenait la matière première, mais notre but final était évidemment d'améliorer ça et de proposer quelque chose de plus propre en fait pour la planète tout simplement. Ouais. C'est vrai, comme tu disais, c'est en fait nous on s'est lancé là-dedans, on n'y connaissait rien, quoi. Donc on est arrivé avec nos beaux yeux d'enfant en se disant c'est dommage, il n'y a pas de marque qui fait du propre, qui fait du français, on va faire ça, quoi, à des prix abordables. On est arrivé, on s'est dit on va faire ça. On a commencé à démarcher un peu, on a vite compris pourquoi il n'y avait pas ça en fait, quoi. C'est que les prix abordables n'existent absolument pas en France. On a eu des devis pour la pièce, le t-shirt à la pièce, 19 euros hors taxe en tant qu'acheteur, quoi. Ah ouais. Acheteur grande quantité. Donc là, tu remets ça sur même l'achat de 500, 800 pièces, c'est énorme. Ça veut dire que derrière, une boutique normale doit minimum revendre son t-shirt entre 60 et 70 euros pour sortir un mini salaire, quoi. Et on a découvert aussi ce petit côté qui était finalement très désagréable, de se rendre compte qu'énormément de marques surfaient sur un petit flou au niveau des labels, surtout le Made in France, le Origine Textile France. Quand on s'est rendu compte que déjà, on le savait pas, mais le coton n'est pas produit en France. Le plus près, ça va être en coton bio, ça va être peut-être Grèce, idéalement Turquie pour de la quantité. Et sinon, on dérive directement sur du Bangladesh, Inde, Chine. Donc là, déjà, on s'est rendu compte que toutes les marques qu'on pensait vraiment clean, qui disaient Made in France, Origine France, en coton, étaient ni plus ni moins que du mensonge marketing. En fait, ils utilisaient un label qui a été créé, et tellement flou en fait que rien que le fait de rajouter un logo sur un fringue, tu peux quasiment te permettre de dire que c'est du fait en France. On a été attristé là-dessus. Après, du coup, on s'est dit, bah, tant pis pour le coton, on va pas faire de coton, on va faire d'autres alternatives. Il y a plein de produits qui sont extraordinaires dans la nature. Et en France, on est d'ailleurs gros producteur de lin et de chanvre. On s'est dit, on va se tourner vers ça. Bon, bah là, ça a été les mêmes difficultés. On s'est rendu compte déjà qu'on n'avait plus la technologie en France pour créer les produits en lin ou en chanvre. Donc, ils étaient tous exportés à l'étranger, alors qu'on a plus de 80% de la production de lin. La première usine qui est capable de traiter et d'utiliser et de tisser le lin, ça va être en Pologne peut-être, sinon ça va directement en Chine. Donc voilà, là déjà, on a déchanté un peu, on s'est dit, bon, les grands projets, on va les réduire, on va les faire par étapes. Donc on a trouvé un fournisseur, comme on disait, au Bangladesh, qui avait des gros labels internationaux. GOTS, les labels GOTS et Fairwear, c'est assez connu dans le monde textile. Ouais. Et donc ça atteste d'une part que c'est vraiment du coton bio, 100% bio, et d'autre part, ça atteste aussi des bonnes conditions de travail des employés de la chaîne de production. On s'est dit, on va prendre lui au début. On n'avait pas la possibilité de se rendre là-bas, donc dans tous les cas, on gardait quand même une certaine distance vis-à-vis de tout ce qu'on pouvait nous dire. Hein. C'est toujours pareil, c'est tellement loin. On a joué la transparence là-dessus. On a prévenu tous nos abonnés, tous nos clients dès le départ. On avait annoncé en créant la marque que dans les 6-8 prochains mois, on aurait changé notre gamme textile. Finalement, on a rencontré énormément d'embûches et de problèmes techniques et surtout financiers parce que même à l'étranger, ça coûte cher de faire des fringues un peu plus propres que ce qu'on peut trouver. Et donc, tu vois, on se retrouve un an et demi après, donc avec un an de retard, à renouveler toute notre gamme. Il y a plein d'infos là que vous venez de donner qui sont hyper importantes. Moi, j'y connais trop rien
en secteur de la mode, mais c'est vrai que j'avais quand même cette innocence de me dire qu'effectivement, quand je voyais du 100% coton français, c'était vraiment du coton français. Et c'est quand même dingue de savoir que c'est nous qui produisons une matière qu'on n'est pas capable d'utiliser. Je suis absolument choquée de ce que j'entends, mais c'est bien que vous puissiez justement prendre la parole là-dessus aussi, que les gens se rendent compte de la réalité en fait du monde de la mode et du semblant de greenwashing en tout cas qu'il peut y avoir dessus. Mais bon, du coup, heureusement, maintenant, il y a Cocozen pour remédier à tout ça. Donc, Marion, est-ce que tu peux peut-être nous présenter les produits que vous proposez dans la marque? Quel type de vêtements est-ce que c'est? Oui, bien sûr. Donc là, je vais parler des produits qui sont actuellement donc sur notre campagne de financement. Donc pour l'instant, on a donc un t-shirt homme, un t-shirt femme, un pull col rond, un pull à capuche, donc qu'on appelle le hoodies, et on propose aussi donc une gourde isotherme et donc nos fameux bracelets en plastique recyclé. Ces produits sont donc 100% recyclés. On est donc 50% de coton et 50% de PET. Donc le PET, c'est le plastique, enfin c'est les bouteilles en fait qui sont recyclées. Il faut savoir que les bouteilles sont en provenance majoritairement d'Europe. Et donc ce coton 100% recyclé est fabriqué en Espagne dans une entreprise qui est spécialisée en fait là-dedans. Et nous, notre fournisseur se trouve au Portugal et donc c'est eux qui confectionnent nos vêtements. Alors, du coup, concrètement, plastique recyclé, ça veut dire quoi pour moi qui vois une bouteille en plastique dans la nature qui traîne sur une plage, je la ramasse et après, qu'est-ce qui se passe pour que ça arrive dans un bracelet ou dans un vêtement? Alors le bracelet et le vêtement, c'est deux choses différentes parce que nous, c'est vraiment nous qui faisons le bracelet. Donc si jamais tu fais un ramassage avec nous, tout le plastique qu'on va récupérer, il va aller dans notre atelier. On va de là, avec des machines qu'on a créées nous-mêmes, créer des pièces, des produits et des petits articles. Pour l'instant, on a que le bracelet, mais on souhaite développer une gamme de produits qu'on propose en 100% issus des déchets marins. Et ensuite, par contre, pour le côté textile, c'est tous les centres de tri qu'on peut avoir un peu partout en France, en Italie, en Allemagne. L'atelier de confection qui crée le fil 100% recyclé, lui a des partenariats avec ces centres de tri et récupère une partie des bouteilles en plastique qui s'en sert pour faire du polyester. En fait, PET, c'est une sorte de polyester. Voilà. Et la seule raison du plastique encore, c'est que technologiquement, on n'est pas capable de faire du 100% coton recyclé. Et donc, on a une nécessité de rajouter du polyester dedans pour accrocher la fibre, parce que la fibre coton en recyclé est trop fine, elle ne tiendrait pas, et le polyester permet de souder les fibres trop fines pour créer une fibre coton, une fibre textile suffisamment solide pour être tissée et créer un produit ensuite. D'accord. Nous, on a choisi cette technologie-là parce que même si c'est pas du tout c'est pas l'idéal encore pour l'environnement, mais le fait de financer cette technologie-là, c'est qu'ils essayent quotidiennement, tous les jours, de l'améliorer pour créer au final un fil 100% coton recyclé. Et nous, c'est notre objectif final, ce serait de réussir à proposer des produits en 100% coton recyclé, parce qu'on c'est une matière première qui est énormément présente. On sait que dans plus de 30 kilos de textiles qui ne se servent pas en France, chaque habitant, c'est énorme. C'est-à-dire qu'on aurait quasiment plus besoin de faire de la monoculture de coton comme on a en ce moment et utiliser uniquement le coton qui a été déjà créé, qui est déjà utilisé. En plus, le gros avantage de cette technologie-là, c'est que c'est zéro utilisation de produits toxiques, c'est une utilisation d'eau quasiment nulle, c'est du 50 litres par kilo, donc ça a des gros avantages. L'inconvénient actuellement, c'est qu'on a de la perte de microfibres plastiques comme on peut avoir, par exemple, dans les polaires, dans tout ce qui est en polyester, même les fibres naturelles perdent des microfibres. Un 100% coton bio va perdre des microfibres. La seule particularité, c'est qu'effectivement, microfibres de matière pétrole comme le plastique restent plus néfastes. Mais voilà, nous on a pris le penchant de suivre cette technologie-là en espérant que rapidement ils trouveraient des solutions pour proposer du 100% coton, parce que c'est un petit peu choisir entre, comme on pourrait dire, la peste et le choléra, quoi. Est-ce que je préfère mettre peut-être 1 million de litres d'eau dans 500 t-shirts en coton bio, ou alors est-ce que je préfère peut-être éventuellement perdre 2 ou 3 kilos de microfibres dans ces mêmes 500 t-shirts, mais qui auront consommé pas d'eau, pas de produits textiles, pas de produits toxiques, pardon, et qui auraient en plus extrêmement limité la monoculture qu'on peut avoir dans le coton, quoi. Plus la sécurité. Je veux dire protéger aussi les gens qui font partie de la chaîne, quoi. C'est le choix qu'on a fait.
Pour ceux qui nous écoutent, peut-être qui se sont jamais intéressés à ça, je reprécise qu'effectivement, la culture de coton, aujourd'hui, dans le textile, c'est quelque chose qui est extrêmement néfaste pour l'environnement. Ça consomme énormément de litres d'eau. C'est des cultures, voilà, des monocultures qui épuisent les sols. Il y a beaucoup de pesticides, de produits toxiques qui sont utilisés. La façon dont les travailleurs travaillent dans les champs de coton aussi est parfois assez scandaleuse. Donc voilà, c'est d'où aussi cette volonté-là. Par contre, moi, coton recyclé, pareil, mais concrètement, c'est quoi? Nous, quand on va donner nos vieux t-shirts dans les bennes et tout, c'est comme ça qu'ils les récupèrent, c'est ça? Exactement. Que ce soit le textile porté par nous ou alors aussi les draps, textile, Le linge de maison. linge de maison. En fait, il est juste trié par à peu près couleur. Donc, tout ce qui est un peu bleu va être ensemble, tout ce qui est un peu vert va être ensemble, bref. Ce qui va permettre de ne pas avoir besoin de rajouter de teinture derrière. C'est la couleur de de l'ensemble de ces produits, parce que ce mot-là est trop dur, de l'ensemble de ces produits qui fait la couleur finale. Donc, on a finalement un choix de couleurs qui est beaucoup plus restreint que dans le textile classique, là où on peut avoir toutes les couleurs du monde avec les teintures. Là, on va être limité à une dizaine, à une douzaine de couleurs. Ensuite, c'est tout un système. Hein. Ils viennent broyer entièrement tout le textile pour en faire de la toute petite fibre. Celle-ci va être ensuite passée avec le plastique qui lui aussi est broyé entièrement en petites fibres. Et tout ça est chauffé pour faire un seul fil, un seul et long fil de fibre textile 100% recyclé. Oui. C'est bien parce que moi, il n'y a pas longtemps, pareil, j'avais partagé le fait que justement, j'avais plein de vêtements qui étaient trop usés, que je ne pouvais pas donner, donc que j'avais mis au recyclage. Enfin, je ne sais pas si ça s'appelle exactement comme ça, mais dans les bennes en tout cas. Et c'est bien parce qu'on voit justement que on pourrait se dire qu'on fait ça, mais qu'on ne sait pas trop si ça sert vraiment. Et là, du coup, avec votre exemple, on voit qu'effectivement, on peut faire ce geste-là et qu'il y a un vrai impact derrière, donc c'est top. Au niveau des couleurs, il me semble que vous êtes parti plutôt sur des tons bleus, de ce que je me souviens, sur vos gammes actuelles. En fait, pour l'instant, c'est vrai qu'on a communiqué sur du bleu. Bon, on a du bleu, du noir, on va avoir du bordeaux aussi. En fait, en t-shirt, on va faire comme par produit sera plus simple. En t-shirt, on va avoir donc du bleu, du gris et du bordeaux. Les pulls, pour l'instant, on va proposer du bleu et du noir. Et on espère pouvoir proposer une autre couleur. Donc tout ça dépendra de la campagne. Mais voilà, c'est l'objectif. D'accord, super. Bon, on va parler un peu de la campagne du coup maintenant. Donc, vous avez lancé la campagne de crowdfunding justement pour financer ces nouveaux produits, ces produits avec des nouvelles matières. Qu'est-ce qui a motivé votre choix? Ou peut-être est-ce que vous ne voyez pas d'autre choix que de passer par le crowdfunding pour faire ça? Ce qui a motivé notre choix, c'est forcément les finances. Parce que ça fait 1 an et demi qu'on a lancé la boutique. Ça fait une année à peu près qu'on est tous les deux dessus. On n'a pas sorti encore un salaire, donc c'est quasiment du bénévolat à plein temps pour développer la marque. Même si on arrive à proposer des produits qui sont beaucoup plus propres pour l'environnement, mais à un prix abordable, il reste quand même beaucoup plus cher que ce qu'on peut trouver sur le marché. C'est un exemple concret, mais à peu près à partir de 1000, 1500 ou 2000 t-shirts sur du produit chinois, on va le toucher à moins d'1 euro le t-shirt. Nous, notre t-shirt, il est plus près des 10 euros. Il est à 9 euros et des patates, tout fini, quoi. Donc, on est 10 fois plus cher que, allez, on va dire 5 fois plus cher pour pas exagérer, que ce qu'on peut trouver sur le marché. Ce qui fait que c'est un gros investissement pour pas beaucoup de produits. D'autant plus que vu qu'on a mis pas mal d'économies, on n'a pas forcément cet investissement-là. On sort à peu près, enfin, on va avoir une commande d'à peu près 20, 21, 22 000 euros de produits, ce qui va faire 1500 ou 1600 produits, ce qui est vraiment pas énorme. Donc voilà, nous, on n'avait pas la capacité à nous deux de sortir ce si gros investissement-là. On avait plusieurs choix, soit aller chercher des investisseurs, soit aller chercher les banques, soit faire de la précommande sur crowdfunding. Et c'est plutôt ce choix-là qui nous a plu parce qu'on reste maître entièrement de notre boutique, tout en ayant en plus le côté un peu test de vérifier que ça peut plaire à un public. C'est quand même le gros avantage d'une campagne de financement, c'est que si ça plaît pas, on n'atteint pas le palier, on n'atteint pas l'objectif et donc on touche pas l'argent. Par contre, si ça plaît, voilà, on voit ce qui plaît, on voit ce qui marche. Et ça a un côté aussi très intéressant logistiquement pour nous, c'est que ça nous permet de voir à peu près les tailles, de faire une pré-logistique en fait en amont qui va nous permettre de perdre moins d'argent sur l'ensemble de cette commande-là parce que la commande sera beaucoup plus précise. Donc voilà, logiquement, on est parti là-dessus. Pareil, hein, dans l'inconnu complet, on n'avait jamais soutenu nous, de notre côté une campagne.
On n'avait jamais créé de campagne. Peut-être qu'on l'aurait lancé bien plus tôt si on avait déjà connu ce monde-là. Mais non, voilà, agréable surprise. En plus, on la lance dans une période compliquée, donc on savait pas trop à quoi s'attendre. Après, on a eu l'avantage en fait de passer par KissKissBankBank notamment, c'est on a eu un soutien, enfin un coach qui nous a permis en fait de partir dans la bonne direction, si on peut dire les choses comme ça, et qui nous a conseillé depuis le début. Et c'est vrai que ça a été quand même une aide précieuse. Mm. Et Ah oui, parce que notre première campagne ne ressemble pas du tout à la campagne qui est en ligne. voilà, c'est qu'en fait on mettait, enfin c'est Valentin qui travaillait sur le design, on va dire, de la campagne, et donc notre coach validait ou non ce qui avait été fait. Et bon, c'est vrai qu'il y a eu quelques petites modifications depuis le début. Mais voilà, après, c'est vrai qu'on est parti aussi, on a lancé la campagne dans une période un peu compliquée, comme disait Valentin. C'était un petit peu quitte ou double. Et c'est vrai que. C'est plutôt double que quitte. Voilà. C'est vrai que bon, on est super content parce que on pensait pas du tout arriver à un tel montant, un tel engouement en si peu de temps. Donc c'est vraiment ça, c'est vraiment super. Je précise aux auditeurs qu'à l'heure où le podcast est diffusé, la campagne n'est pas finie. C'est quelle date la fin de la campagne? Le 23 mai. Voilà, donc vous avez jusqu'au 23 mai pour aller voir et éventuellement faire votre précommande. Oui, c'est allé très vite parce que il y avait un objectif premier qui a été atteint en quoi? En quelques jours, les 100%? En 4 jours. Voilà. Donc, grosse surprise. Vous aviez quand même anticipé la possibilité justement de pouvoir monter, parce que là, on a dépassé, à l'heure où je parle, on est presque à 300%. On les a pas atteints encore, les 300? Non, on n'a pas atteint encore, non. À vrai dire, on avait prévu de dépasser le premier palier, enfin, ou j'avais prévu de... C'est lui l'optimiste, hein, mais bon, on va pas dire que je suis pessimiste, mais c'est vrai que moi je savais pas du tout comment les gens allaient réagir, et c'est toujours mon petit côté un peu peureuse, on va dire. Mais Valentin avait prévu de dépasser les 6 000 euros, enfin il espérait les dépasser. En fait, j'avais prévu de la communication jusqu'à 12 000, 13 000, 14 000 euros, mais j'avais imaginé les 12 000, 13 000, 14 000 euros dans les derniers jours de la campagne, quoi, à J plus 45. On les a atteints en 20 jours, je crois, ou 19 jours. Ouais, donc non, on n'était pas prêt. En fait, là, du coup, le troisième palier qu'on est en train de faire en ce moment, c'est donc le nouveau coloris de Sweet si on l'atteint. Celui-là, on a dû le créer en fait un peu à la va-vite au dernier moment. Donc, on n'a pas encore fait les devis, on ne sait pas encore la possibilité de le faire ou pas. On y est allé voilà, au bluff. De toute façon, c'est comme ça que Cocozen a bien marché jusqu'à maintenant. Donc on est parti là-dessus. Mais c'est vrai que non, on ne s'attendait pas du tout à avoir un tel succès. Surtout déjà les 6 000 euros en 4 jours, on s'est dit, mais à combien on va finir quoi. Enfin, Les 4 premiers jours nous ont laissé un petit peu, ouais, vraiment. J'ai pas l'expression qui va bien. dubitatif. C'est ça. C'était vraiment une grosse surprise, et on était vraiment très très contents. Après, voilà, nous, on avait de toute façon un investissement prévu à peu près 21 000 euros. Donc, on avait prévu de mettre de l'argent de notre poche, hein, de mettre voilà, des économies à nous. On avait mis un premier palier à 6 000 parce que, vu la situation et le gros challenge d'une campagne de crowdfunding, c'est que si on n'atteint pas l'objectif, les personnes qui ont précommandé sont remboursées et nous, on touche pas l'argent. Donc, on a préféré mettre un objectif un peu plus bas que éventuellement ce qu'on aurait fait en temps normal. Je pense qu'en temps normal, on aurait plus mis un objectif entre 8 000 et 9 000 euros. Mais là, avec vraiment le confinement, toute cette crise sanitaire, on ne savait vraiment pas où on allait. Donc, on a préféré baisser notre palier. Et en fait, voilà, on se retrouve à devoir créer des nouveaux paliers sans savoir trop quoi proposer. Là, si j'avais en attend le 300%, on est en train d'y réfléchir. On a des idées, mais on est arrivé à une telle réflexion qu'on n'avait pas. Là, derrière, c'est énormément de travail qui va aboutir parce que là, on doit créer du coup une nouvelle couleur. Chaque couleur, c'est 4 000, 5 000 euros d'investissement à chaque fois. Donc, c'est tout de suite très important. C'est tout de suite prendre des risques, c'est savoir quelle quantité, etc. Donc, non, ça amène énormément de travail. Là, on est en train de préparer la logistique aussi parce qu'on est arrivé à 350, 360 contributeurs. Fait que c'est derrière entre 300 et 320 colis à expédier. Tout ça sur une période extrêmement courte. Donc, c'est que des lettres suivies parce qu'on travaille que là-dessus. Donc, c'est à chaque fois le code, les adresses,
vérifier la taille du colis, le poids, enfin c'est là comme j'ai dit dans le dernier post, on aperçoit une montagne de travail qui arrive. C'est assez impressionnant. On arrive tout droit dedans là. Ça va nous faire tout drôle, mais c'est exceptionnel aussi parce que ça veut dire que ça fonctionne et voilà, c'est des problèmes de réussite, donc c'est des problèmes très agréables. Hein. C'est se creuser la tête pour réussir au mieux. En plus, généralement, les gens sur une campagne de crowdfunding sont quand même assez réceptifs. Si jamais on a un tout petit délai, un petit retard, on devrait réussir grâce à la communauté qu'on a à s'en sortir parce que c'est quand même des gens dans l'ensemble bienveillants. Je sais Et pas. Hein. puis, Moi, s'il y a du retard, je sais pas comment je vais réagir si j'ai pas bondi dans les temps. Hein. Non, et mais, puis au vu du confinement aussi, je pense que les gens seront d'autant plus compréhensifs, quoi. Oui, non, mais c'est sûr. J'imagine, j'espère. oui, parce que là, pour la petite histoire, notre fournisseur portugais, notre atelier de confection au Portugal, ne travaille plus que 3 jours par semaine, ne prend plus de nouveaux clients, travaille uniquement avec ses clients actuels. Ils ont énormément réduit leur travail. Nous, on est en pleine finition, amélioration, les étiquettes, les trucs comme ça. C'est un travail, c'est par mail ou par téléphone, mais si on perd une journée, par exemple, une journée de réponse, on a envoyé le mail, aujourd'hui, ce matin, on avait envoyé un mail, on n'a pas eu de réponse, ça veut dire que c'est demain, ils vont nous renvoyer le mail, vendredi, on va les répondre, et ben c'est reparti pour 5 jours d'attente presque. Ouais. La situation, alors que d'habitude, on est sur des 2-3 heures de délai, donc c'est très rapide, très efficace. Là, la situation, à 20 jours de la fin du confinement, à 20 jours de la fin du crowdfunding, pardon, ouais, ça commence à être chaud de notre côté. C'est excitant, hein, c'est trop bien parce que c'est du boulot, du boulot, Ouais. du boulot. Et voilà. Et puis derrière, après, on a aussi l'atelier qu'on continue à bosser. On prépare les bracelets qui ont été commandés. On essaye de créer des nouvelles couleurs pour faire des surprises juste avant la fin, quand on va envoyer le mail de coloris. Donc, J'enchaîne un petit peu parce qu'il reste plus beaucoup de temps. J'ai tellement de questions et c'est tellement intéressant que voilà, limite j'aurais dû faire 2 épisodes avec vous en fait. Il y a un chiffre, je crois, en tout cas que j'avais vu sur la campagne, il me semble, qui est mis en avant, le nombre de kilomètres. C'est quoi le nombre de kilomètres parcourus pour faire le t-shirt? Enfin, je sais plus comment c'est formulé, mais si vous pouvez juste nous le communiquer. ouais, en fait, en moyenne, un t-shirt qui vient avec du coton d'Inde va faire à peu près entre 12 et 14 000 kilomètres, je pense. C'est voilà, par voie maritime ou même voie aérienne. Donc ça a une empreinte carbone assez importante. Nous, notre t-shirt produit fini va être plus aux alentours des 1500-2000 kilomètres. Si bien sûr la matière première, donc les cotons et les bouteilles plastiques recyclées viennent de très proches de l'atelier. Après, on n'a pas cette visibilité de savoir exactement d'où ça vient, donc on ne peut pas vraiment quantifier la distance. Mais après, on se dit aussi que l'empreinte carbone est diminuée par le fait que c'est du recyclage et que n'importe où d'où vient le déchet, il faut le recycler. Donc cette empreinte carbone est, à notre point de vue, voilà, on le trouve moins important qu'une création pure avec une expédition juste simple de cette matière première. Ouais, bien sûr, bien sûr. Alors, du coup, tu l'as mentionné tout à l'heure, mais Surfrider, comment vous travaillez avec eux? C'est quoi le but? Comment vous fonctionnez? Alors, en fait, pour juste expliquer ce que fait Surfrider, c'est donc une association qui œuvre pour la protection du littoral, des océans. Et donc, ils proposent également des nettoyages de plages, donc via leur antenne Initiative Océane. Et donc, nous, on a déjà proposé une collecte de déchets via Initiative Océane. Donc, il suffit de s'inscrire en fait sur le site, de mettre, d'indiquer où va être réalisée la collecte, et les gens peuvent s'inscrire de manière autonome en fait et nous rejoindre pour effectuer cette collecte. On adore cette association parce que c'est un petit peu nous ce qu'on veut faire aussi, protéger les océans. Et donc c'est pour ça qu'on l'a choisi et qu'on leur reverse du coup une partie de nos bénéfices. C'est un pourcentage? C'est c'est quoi? C'est un Ouais, pourcentage par produit? c'est un pourcentage par produit, c'est un pourcentage sur le chiffre d'affaires en fait. C'est Ok, 1% du chiffre d'affaires. On avait calculé que ça faisait à peu près 1 euro par produit d'accord. Ok, super. Non, mais c'est bien. en Top, moyenne. Ouais. top, top, top. J'ai une petite question parce que bon, la campagne est pas en ligne depuis très longtemps, mais vous avez déjà eu beaucoup de précommandes, donc beaucoup de retours. Quel est le retour qui revient le plus? Enfin, en tout cas, qu'est-ce que les gens vous disent le plus, en dehors de bravo, ce que vous faites, c'est génial, mais quelque chose qui vous marque, qui revient très souvent sur la vie des clients qui ont précommandé?
En positif, c'est vraiment ça, hein, c'est ce que tu as dit, hein, c'est génial, super projet, super initiative. Nous, ce qui nous a agréablement surpris, c'est plus sur les commentaires négatifs qui sont extrêmement moins nombreux que ce qu'on pouvait avoir avant sur du coton bio, alors qu'on était transparent sur le coton bio. On était vraiment, c'était pas très très souvent, mais on était assez régulièrement lynchés sur les réseaux sociaux vis-à-vis de ça, avec des commentaires assez durs, avec des personnes qui en plus pensent connaître le monde textile alors qu'ils y connaissent strictement rien et qui nous mettaient des exemples complètement contradictoires de ce qu'ils disaient. Enfin, exactement comme on en parlait tout à l'heure, ils nous proposaient des marques françaises, soi-disant avec du Made in France. Et j'allais sur le site et le premier truc que je voyais, c'était 100% coton. Donc je comprenais très vite que la personne qui venait nous lyncher nous, parce qu'elle achetait un t-shirt dans une marque française, soi-disant avec du coton français, en fait, ne connaissait strictement rien et se faisait avoir par un marketing mensonger, une communication mensongère, pardon. Et donc, on avait un peu peur quand même en créant cette campagne d'avoir un peu ces mêmes personnes avec des beaux principes et l'impression de tout connaître parce que sur les réseaux, mine de rien, ça reste un public assez fréquent. Et là, voilà, grosse surprise, c'est que vraiment depuis plus de 20 jours qu'on a lancé la campagne, on est à moins de 3 ou 4 commentaires d'avis un peu négatifs, qui est vraiment très faible comparé à ce qu'on avait avant. Donc ça, voilà, grosse surprise, on est content. En même temps, c'est aussi, ça reflète très bien le nouveau choix et la nouvelle direction qu'on a prise. Hein. C'était le souhait aussi, c'était de proposer quelque chose de plus propre et donc que les gens aient moins matière à critiquer, vu que c'est forcément plus propre, plus intéressant. Non, après, de messages qui reviennent de façon récurrente, c'est vraiment Non, non, c'est voilà, une la- super initiative. ouais. Ils trouvent ça vraiment sympa d'essayer de changer les choses. Non, en général, voilà, c'est ce qui ressort le plus. Est-ce que vous auriez une réflexion à partager donc sur la situation actuelle? Là, à l'heure où je parle, on est censé avoir la première période de déconfinement dans quelques jours. Est-ce que vous pensez, comme beaucoup de personnes, qu'il y aura un avant, un après ou pas du tout? Enfin voilà, est-ce que vous pouvez partager une petite réflexion sur la situation Covid-19 qu'on est en train de vivre? Bah, nous, avec nos yeux d'enfant d'optimistes, on espère vraiment qu'il y aura un avant, un après. Avec des yeux un petit peu plus objectifs, je crains fort que ça va pas changer grand-chose, mais c'est pas très grave, je trouve, parce qu'en fait, depuis qu'on a lancé la marque, on s'intéresse de plus en plus et on se rend compte, ça fait qu'un an et demi pourtant, mais on se rend compte que la prise de conscience est de plus en plus importante. Et au final, cette période compliquée sera juste peut-être un petit déclic en plus pour certains, mais vu que de toute façon, on est sur une ascension de prise de conscience, je suis pas trop inquiet. Je pense que dans les prochaines années, ça va être de plus en plus intéressant. Je crains fort, par contre, ce qu'on pourrait appeler le greenwashing, vraiment l'utilisation de la situation et voilà, des questions environnementales pour surfer sur du business. Ça, ça me fait plus flipper, on va dire. Mais non, l'avant-après, enfin, c'est comme on dit, hein, quand on voit les kilomètres de queue qu'il y a pu y avoir au McDo, je me dis, on est encore à la bourre, quoi. Il y a quelque chose qui va pas, quoi. Quand le premier jour où on peut un peu sortir, c'est 4-5 kilomètres de queue derrière quelques McDo, je me dis que voilà, si c'est la première chose que les gens ont envie de faire, c'est aller au McDo, je me dis que non, on n'est pas encore rendu sur un gros déclic, ça va pas vraiment créer un vrai avant-après très transcendant. Mais voilà, je suis pas inquiet parce que je trouve que dans l'ensemble, ça évolue beaucoup et assez vite. Nous, on le voit hein, même au niveau de nos proches, au niveau des abonnés, certains abonnés qui sont venus nous voir, nous envoyer des messages. Ouais, c'est génial, depuis que je vous suis, je me rends compte que je faisais ça, je le fais plus, ou je fais ça différemment. On le sent vraiment qu'il y a une prise de conscience générale. Donc, C'est une évolution qui va se faire petit à petit. Après, c'est pareil pour tout. Il y a des gens qui, voilà, où ça va vraiment confirmer la le prise de changement conscience. qu'ils auront envie d'opérer dans leur vie. D'autres, ça ne fera rien. Bon, je pense que c'est propre à chacun, mais c'est vrai qu'on espère quand même que dans l'ensemble, les gens vont se rendre compte que voilà, il faut faire quelque chose parce qu'on peut pas Mm. continuer comme on le fait actuellement, Ouais. quoi. Il y a des chances que ça puisse que aider, quoi. Ouais. Oui, non, c'est sûr. Bon, super. C'est aussi ce que j'essaye de voir. Donc là, vous n'êtes pas les premiers entrepreneurs solidaires. Moi, j'appelle ça comme ça. Je ne sais pas si c'est comme ça que vous vous caractérisez, mais que je reçois où justement,
on aborde des sujets, que ça soit l'environnement ou autre chose, les océans ou autre chose, mais à chaque fois des sujets différents. Et ce qui est bien aussi, c'est qu'on n'a pas besoin de tous agir sur tout. De toute façon, on ne pourrait pas tous agir sur tout. Mais si chacun agit sur les choses qui lui tiennent à cœur, c'est comme ça vraiment qu'on peut avancer. Donc du coup, on arrive à la fin de l'épisode. Est-ce que vous avez un point sur lequel vous souhaitez revenir ou quelque chose à ajouter ou un message à faire passer à nos auditeurs? J'espère quand même qu'il va y avoir une prise de conscience, mais surtout un intérêt plus important aux informations qu'on nous donne. C'est vrai que rapidement, on peut être noyé sous un flux d'informations et trier le vrai du faux est très compliqué. Et voilà, j'espère que nous, avec la nouvelle dynamique qu'on est en train de mettre en place dans Cocozen, que le peu de gens qui aperçoivent notre marque se mettent à réfléchir un peu et à s'intéresser réellement à la mode textile, qui est quand même la deuxième industrie la plus polluante au monde, hein, c'est pas rien. Et si jamais ça peut faire changer un peu l'état d'esprit, la prise d'initiative au niveau de la réflexion et de la recherche d'informations, ce serait vraiment quelque chose qui serait ultra bénéfique pour le futur. Ouais. Ouais, j'espère aussi. En tout cas, moi, j'ai énormément appris en l'espace de cet épisode avec vous. Et pourtant, je ne suis pas dans la fast fashion et tout, mais j'ai appris énormément de choses. Donc, merci beaucoup. Je pense que la plupart des gens qui nous écoutent aussi ont découvert beaucoup de choses ou ont cassé certaines croyances qu'ils pouvaient avoir sur cette industrie. Donc, je vous souhaite une excellente continuation dans cette campagne et puis pour la suite. Et j'ai hâte de voir ce que vous nous réservez. Et c'est gentil encore. Merci de nous avoir accueillis. On est content de participer à tes podcasts. Et puis, on espère tout comme toi que ça va être génial après pour nous. Merci beaucoup. C'était vraiment un plaisir de partager, de faire ce podcast en tout cas. Merci.